Bienvenue sur ce premier épisode, on va dire pilote du podcast Astro FR, voilà, qu'on lance. Alors, je vais pas dire si c'est sur mon initiative parce que ça serait beaucoup trop d'honneur, mais en tout cas, voilà, j'ai réussi entre guillemets à entraîner certains d'entre vous, voilà, Mais c'est pour que au-delà des carrément sur ton initiative, en fait. ah, oui, C'est mais bon, carrément apparemment, sur... il y avait déjà eu une première initiative, mais qui avait pas été plus loin. Voilà, Mais bon, donc, voilà, je suis content que vous ayez réussi, enfin que j'ai réussi à vous convaincre. voilà. Alors déjà, il faut quand même qu'on dise ce que c'est AstroFR, parce qu'AstroFR, Oui, on en bah, parle, mais AstroFR, c'est un serveur Discord qui est dédié à l'astronomie amateur dans le monde francophone. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un serveur Discord, bah Discord, c'est un petit logiciel qui existe sur téléphone, sur navigateur, sur ordinateur, et qui permet de discuter dans des salons de discussion thématiques. Donc un serveur, c'est un serveur qui est orienté sur un thème. AstroFR, c'est l'astronomie, et en particulier l'astronomie amateur francophone. Et pour rejoindre le serveur AstroFR, vous pouvez aller sur Internet. L'adresse, on leur donnera tout à l'heure, mais je la donne également maintenant. C'est www.astro-fr.fr. www.astro-fr, on redonnera l'adresse tout à l'heure. bah, je vous propose maintenant qu'on fasse un tour de table, même si on n'est pas autour d'une table, mais d'un ordinateur, pour qu'on se présente chacun son tour, comment on s'appelle, si on a deux pseudos, parce que par exemple moi, je m'appelle Med sur le Discord, mais c'est Axel Dark sur le Webastro, dont certains d'entre vous potentiellement est membre. Mini histoire en 30 secondes voilà, de la pratique qu'on a de l'astronomie. Je vous laisse la parole. Bah, Sébastien, alors vas-y. Moi, je m'appelle Sébastien Durand, du coup, mon pseudo partout, c'est le même, c'est Dragon Lost. En termes d'astro amateur, c'est vrai que j'en fais plus trop en ce moment. En fait, j'en fais par personne interposée. C'est-à-dire que je forme des gens à l'astronomie amateur. Donc, je fais des formations 1, 2, 3 étoiles de l'AFA et des formations à l'utilisation d'un très gros télescope qui s'appelle le TJMS, qui est un des télescopes, qui est l'observatoire de Planète Science. Et du coup, les fausses formations, je les fais aussi pour Planète Science. Et donc, dernièrement, je me suis mis à faire des lives aussi sur AstroFR, sur Cyril pour l'instant, mais on ira sur d'autres sujets Logiciel de traitement d'image. pour l'astronomie, effectivement. Sinon, à côté de ça, j'essaye de maintenir à flot un projet qui s'appelle la NAFA Box, qui est un projet pour piloter en remote son télescope, mais plutôt en nomade avec un ordinateur standard ou avec un Raspberry, par exemple. Et D'accord. sinon, en professionnel, je suis chef de projet sur un nanosatellite qui s'appelle IGOSat. C'est un projet étudiant, donc c'est des étudiants qui fabriquent un satellite. Et donc, Voilà. dans un an, on l'a fini. Alors ensuite, on a Pascal. Donc Pascal ou Pasc ou Pascal, suivant WebAstro ou AstroFR. Donc moi je suis juste un petit astronome amateur. Je fais de l'astronomie touriste depuis que je suis enfant, on va dire, et je continue maintenant surtout de l'astrophoto aujourd'hui. On aura l'occasion d'en parler, je pense, dans le podcast. Je suis passionné d'astronomie. Mais c'est également toi qui es à Voilà. l'initiative. C'est toi qui es à l'initiative d'AstroFR, le serveur Discord. Oui, on va dire, je suis en co-initiateur avec certains autres qui ne sont pas là aujourd'hui, et toi aussi qui as rejoint très très vite Oui, le c'était serveur AstroFR. en 2018. Ouais. Et puis bah moi, René, alors en fonction de mon humeur, les pseudos, ce sera le non-astronome ou l'astronome théorique. Donc je suis un astronome théorique, pas parce que je fais de l'astronomie théorique, mais parce qu'en théorie, je fais de l'astronomie. En pratique, j'en fais pas tout le temps. Alors là du coup parce que je pense que ça va être une bonne transition pour le sujet qu'on va adopter, mais c'est là qu'on voit que la pratique de l'astronomie c'est aussi beaucoup lié aux conditions dans lesquelles à l'endroit et dans les conditions dans lesquelles tu vis. Moi je suis en région parisienne, je suis en appartement et il se trouve que je suis dans un endroit où j'ai des arbres tout autour de chez moi, c'est sympa, mais je vois pas le ciel. Ça veut dire que l'astronomie, pour moi, c'est uniquement de l'astronomie nomade, ce qui veut dire embarquer le télescope dans une voiture et aller faire 1 heure de route au moins pour atteindre un endroit où il y a un ciel suffisamment sombre pour faire de l'observation ou alors un peu de photo. Mais c'est toute une logistique. Et alors, évidemment, quand on a passé 9 mois de couvre-feu et de confinement, ça n'a pas aidé. Mais ça, je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens. Ceux qui ont la chance d'avoir un jardin,
L'accès à une petite pelouse, c'est un petit peu plus facile. Mais c'est vrai que quand on commence à se lancer dans l'astronomie amateur, c'est un truc qu'il faut prendre en considération. C'est qu'il y a, en Mm. fonction de l'endroit où vous habitez, Ça change tout. ça va vraiment tout changer. Par exemple, moi, je fais de l'astrophoto, j'ai fait de l'astrophoto tout du moins. La courbe de progression est extrêmement plate par rapport à quelqu'un qui a un jardin, parce que tous les tests se font après 1 heure de route et c'est des soirées qui se préparent. Voilà. Et moi, j'ai pas le droit de me présenter, Par je oups, m'oublie. pardon. Je m'en vais, hein, si vous voulez. C'est vrai que c'est toi qui as commencé à parler. Mais Et, ouais, mais j'ai été poli, je vous les ai laissé parler avant. c'est vrai, c'est Faut vrai. pas me Allez, mettre en avant. c'est vrai. Fallait Donc pas, moi, fallait pas. fallait pas. Donc moi c'est Med, mon vrai prénom c'est Mehdi et mon pseudo, alors sur WebAstro principalement, c'est Dark, donc c'est un vieux pseudo que j'ai récupéré. Moi côté pratique, je veux dire que j'ai plutôt une pratique intermittente, mais dans le sens en nombre d'années, c'est-à-dire que j'ai commencé dans mon adolescence. Pareil, quand tu parlais des conditions d'observation, ben moi j'habitais dans un HLM, donc ben, ma fenêtre de vue c'était ben, mon balcon. Donc, bah, j'ai eu d'abord une lunette, après un télescope, un 114. Pas spécialement d'observation. En plus, voilà, à ce moment-là, j'étais ado, donc pas vraiment dans le quartier. Je ne me voyais pas trop sortir avec la lunette et aller observer. Après, moi, j'ai eu la chance, c'est qu'il y a eu un club au lycée où j'étais, un club d'astronomie par un mec qui était en première S, je me rappelle bien, et bah, du coup, il se trouvait qu'il était, donc il faisait partie du club astro de ma ville. Donc moi, je suis du sud-est à la base. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai vraiment commencé voilà, la pratique. Et après le lycée, bah, je suis monté à Paris. Non, j'étais à Montpellier et après à Paris. Je crois que c'est ça, ouais. Et bah, c'est vrai que bah, à Paris, bah, tu oublies un peu la pratique. Hein, donc du coup, pendant quasiment 10 ans, j'ai arrêté. J'ai repris 10 ans plus tard parce que j'ai été à Montpellier, j'étais à UBI à ce moment-là. Donc, du coup, avec un peu plus d'argent, parce que l'argent aussi, ça fait. Enfin, même si on peut, évidemment, on va en parler, on peut aussi observer gratuitement, entre guillemets, ou pour pas trop cher avec tes yeux, avec une paire de jumelles. Mais c'est vrai que dès qu'on veut aller un peu plus loin, bah, il faut un peu d'argent malgré tout. Quoi. Donc voilà, donc à ce moment-là, j'avais l'argent, j'avais la voiture, je pouvais me déplacer, j'étais à Montpellier, donc qui était plutôt sympa et je pouvais me déplacer. Et donc, ouais, c'était pendant 1 an, c'est ça, 1 an et demi. Et après, bah, je suis remonté à Paris. Donc, pareil, la pratique astronomie totalement mis de côté pendant quasiment 10 ans. Et c'est quand je suis revenu dans l'Ouest que j'ai repris, alors pas immédiatement, parce que aussi, la vie familiale, ça a pas mal d'impact sur la vie d'un astronome amateur. Et donc, c'est en redéménageant que voilà, là, j'ai repris la pratique et c'est surtout des Wise en fait. Je me dis, bah attends, il y a une comète, j'ai un télescope qui dort, qui dort au placard, ça serait peut-être bien de ressortir. Et voilà. Et depuis, bah, donc c'est vrai que j'ai essayé de pratiquer, mais c'est vrai qu'avec la vie familiale, c'est pas toujours simple. Et c'est vrai que ouais, j'ai essayé de lancer des initiatives en parallèle, côté plutôt création de contenu. Et donc j'ai lancé une première chaîne qui s'appelle Astrobidouille, que j'ai lancée avec Will, donc qui s'appelle Brume Argentée sur WebAstro. Et pour ça, je me dis, et il y avait aussi cette idée de podcast, mais du coup qui se concrétise aujourd'hui grâce à vous. La boucle est bouclée. Alors c'est vrai que tu as parlé d'argent, c'est un truc qui rentre un petit peu en considération. Mais je pense qu'aussi, parce que si on fait de l'astronomie visuelle, je pense que comme tu disais, on peut faire des trucs avec des budgets qui sont beaucoup moins importants que ce qu'on pense. Je veux dire, les gens ont tendance à parler d'astronomie comme d'une activité très très chère, mais moi je suis pas super d'accord, je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, au moins pour l'observation visuelle, tu as cité l'exemple des jumelles, mais il y a également des petits télescopes qui sont relativement accessibles. On parlait des Dobson qui commencent à 250-300 euros, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'observation, à condition d'être dans un endroit où vous êtes pas trop exposé à la pollution lumineuse, ça peut déjà commencer à être un premier outil d'astronomie vachement intéressant. Ouais, je suis complètement d'accord. L'astronomie, quand même, est devenue beaucoup plus abordable ces derniers temps. Moi, quand je me rappelle, quand j'étais gamin, les prix des télescopes, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, pour 300 euros, aujourd'hui, tu as un télescope pour faire du visuel qui est de bonne facture. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, quelles sont vos expériences diverses et variées. C'est vrai que moi à l'époque, j'achetais Ciel et Espace, hein, c'était il y a 20 ans.
Et pareil, j'ouvrais le magazine, donc parce que je regardais, les articles, les éphémérides et en plus, je crois à l'époque internet, c'était en balbutiement. Et c'est vrai que tu regardais et il y avait les publicités, quoi. Mmh. Et tu voyais les C8, les trucs, enfin les ETX et tu regardais le prix, tu fais: «Ah ça fait mal quand même». Et surtout quand tu es ado et Ouais. que, tes parents n'ont pas les moyens de t'offrir, ce genre de choses. Tu es un peu frustré, quoi, malgré tout. Donc du coup, en effet, moi, les premiers télescopes que j'ai eus, c'était de l'occasion, hein, ou une offre, dans un supermarché, pour pas trop cher, même si c'est souvent pas les meilleurs matériels, mais c'est une façon d'y accéder malgré tout. Mmh. Mais moi aussi Mmh. aujourd'hui avec, les boutiques en ligne qui existent, alors je vais pas les citer, mais les, Ouais. Unterlinden, que les Pierrot Astro, enfin plein de sites aujourd'hui, ça c'est la vente de télescopes, c'est totalement démocratisé, alors qu'avant c'était l'opticien, hein, souvent le premier vendeur, c'était ton opticien, hein. Moi Et j'ai puis, eu énormément de tu télescopes dans ces boutiques-là, quoi. T'as cité l'occasion. L'occasion, c'est le marché de l'occasion, notamment sur les forums spécialisés, comme le forum de Webastro, il y a une section de petites annonces. C'est un truc pas négligé, hein. Moi, j'ai acheté beaucoup de matériel là-dessus. J'en ai vendu également un petit peu, et je pense qu'on en a tous fait un petit peu. Et c'est vraiment un truc où tu peux avoir du matériel d'astronomie pour des tarifs très accessibles, pardon. Oui, oui, c'est clair. Après, après, c'est toujours difficile sur un premier instrument, de se diriger vers de l'occasion. Si tu pas conseillé, tu peux pas savoir si déjà, le prix est un peu en adéquation avec, entre C'est vrai. guillemets, «l'Argus» et le budget. C'est toujours un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'un un 1 télescope, faut peut-être mieux, je dis bien peut-être mieux, hormis si tu conseillé, peut-être acheter un neuf. Après, c'est vrai que si tu aller mettre 400 balles sur un instrument que tu sais pas comment il fonctionne, c'est vrai. Mais voilà, c'est à voir. Après, c'est qu'un Après, il petit y a, télescope à 100, 150, 200 €, Mmh. ça reste possible, quoi. après, il y a Mais vaut l'option. mieux être conseillé. Oui, bah après, c'est pour ça qu'il y Oui. a il y a l'option club également. Moi, Oui. c'est ce que je conseille souvent aux gens quand ils arrivent, même sur AstroFR, pour demander des conseils. On leur donne des conseils, mais on leur conseille d'aller voir un club. Et vous avez Mmh. l'Association française d'astronomie sur Internet. Ils ont la liste de tous les clubs de France et c'est quand même sympathique d'en trouver un à côté de chez soi. Ouais. Très souvent, c'est quoi? C'est souvent une soirée ou 2 dans le mois et encore le problème, c'est qu'avec le covid, tout Oui, ça a éclaté. oui, voilà, on vit une époque un petit peu Période difficile. particulière, quoi. Mais toi, Sébastien, qui fait de la formation en astronomie, et Mmh. notamment avec Planète Science, qu'est-ce que tu penses ça de tout ce que je viens de dire? Alors nous, en formation, en tout cas 1, 2, 3 étoiles, c'est compliqué de de conseiller un instrument, tu vois, à quelqu'un, en soi. Nous, en général, on a des instruments, pour la formation qui valent entre 700 et 2 000 € à peu près, tu vois? On n'a pas des instruments qui valent très, très cher, mais on n'a pas les instruments d'entrée de gamme parce qu'ils résistent pas pour des utilisations en formation, en fait. Toi, Pascal, tu fais principalement de la photo, tu as fait un petit peu d'observation, de visuel? J'ai fait du visuel effectivement quand j'étais surtout adolescent, enfant, on va dire, comme beaucoup, hein, comme Mehdi le précisait tout à l'heure, ciel et espace. Les nuits des étoiles que l'on suivait quand on était enfant à l'époque, Ouais. avec Hubert Reeves par exemple, qui nous lançait des bonnes discussions et on était très intéressés du coup, donc on passait beaucoup de nuits l'été, que j'habitais dans une région où les étoiles on les voyait pas souvent non plus. Et donc l'été, quand j'étais en vacances, je passais mes nuits dehors, on va dire, à regarder les étoiles. J'avais fait un peu de photos, j'avais rencontré, je pense que c'est ça qui m'a lancé aussi, j'avais rencontré un petit astronome amateur dans un camping, je me rappelle, et on avait fait une circumpolaire. Donc circumpolaire, c'est faire une photo, on va dire, pose longue, sans bouger l'appareil photo, où on va voir le mouvement des étoiles, enfin, entre guillemets la rotation de la Terre, qui va faire des cercles ou des arcs de cercles sur le ciel avec les différentes étoiles. Donc on avait fait ça à l'époque et j'avais trouvé ça excellent et depuis je me suis dit ah ouais l'astronomie c'est génial. Donc j'avais fait un peu pareil que Mehdi, hein, j'avais rêvé, salisé devant les publicités de ciel et espace à l'époque. Ouais. Effectivement il y a 20 ans ou un peu plus, c'est pas du tout pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Voilà. Après voilà il y a eu la vie qui est passée dessus. J'ai pas trop fait d'astronomie après et quand j'ai pu avoir un peu de temps et être autonome, on va dire adulte, j'ai un peu investi
pour en faire, et je me suis tourné assez vite sur l'astrophotographie. Mais comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, pour débuter, il y a plein de petits appareils qui permettent de s'émerveiller pour vraiment très peu d'argent, quoi. Sans aller dans les boutiques spécialisées, mais même dans des boutiques, on va dire, génériques, ou non spécialisées, mais en tout cas dans ces domaines, il y a des petits télescopes qui permettent déjà pour des adolescents, des enfants, de regarder, de voir. Genre N et D, sans donner le nom. Ouais, par exemple, il y en a d'autres, Par exemple. mais ouais, tout à fait. Mais ça permet déjà de Mais voir ça- un peu mais c'est vrai, oui. Jupiter, Saturne, et c'est un premier pas, quoi. Mais C'est du un coup, premier- moi j'ai une question. Pourquoi? Parce que donc toi tu fais que de l'astrophoto maintenant. Et pourquoi juste de l'astrophoto? Pourquoi? Qu'est-ce qui te? Parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Pourquoi la photo? C'est une bonne question. Parce que je suis déjà très orienté photo diurne, on va dire. J'aime beaucoup la photo, j'aime beaucoup l'astronomie, et du coup, un jour, je me suis dit, bah tiens, ça se démocratise aussi avec le numérique, notamment. Avant le numérique, l'astrophoto, c'était une autre paire de manches, on va dire. Mais c'était faisable, mais c'était compliqué. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est beaucoup plus accessible et on peut faire beaucoup d'essais et s'amuser sans y arriver. Par contre, après, effectivement, une question là-dessus sur l'astrophoto, c'est faut être très patient. Faut pas avoir peur de rater et de prendre du temps avant d'y arriver. Je pense que c'est aussi, il y en a beaucoup qui sont rentrés là-dedans par défi, par aimer bricoler, aimer la technologie, la technique, et s'amuser un peu à trouver les bons réglages, etc. Et passer du temps à comprendre les instruments, comprendre comment ça fonctionne, comprendre le numérique, etc. Donc voilà, moi c'était un peu aussi par ça. J'étais émerveillé par des photos type Hubble, on va dire. Et ce qui est mince, il y a tout ça dans le ciel que l'on peut voir, mais comment j'aimerais bien les voir. Donc c'était aussi par envie d'avoir ses propres photos, parce que c'est simple, hein, tu vas sur le site de la NASA ou même sur Google, tu dis tiens, je veux voir la nébuleuse de l'Aigle, voilà, tu l'as. Mm. Mais avoir ses propres photos, les traiter, comprendre comment on fait pour les avoir, ça, c'est un truc qui me passionne, quoi. Alors il y a un truc souvent lorsque les gens viennent faire de l'astronomie. Moi je me suis rendu compte, c'est que il y a un peu de déception au début lorsqu'on met l'œil à l'oculaire la Ouais. première fois. Et t'as mis le point dessus, c'est Hubble. Et je pense que Hubble a à la fois permis, comment dire, alors, encore plus démocratiser l'astronomie. C'est-à-dire, vous voyez ce qu'il y a dans le ciel et c'est magnifique. Et il y a un très bon article que j'avais lu, qu'il faudra qu'on partage. C'est sur, en fait, au-delà de la partie technique, ils ont fait appel à alors, je vais pas dire des graphistes, mais des photographes, pour donner une couleur bien particulière aux images. C'est-à-dire il y a eu un gros retraitement. Et du coup, c'est devenu presque une référence en termes d'astrophoto. C'est-à-dire qu'on fait pas une photo comme Hubble, mais on essaye de retrouver cette patte graphique qu'ils ont mis. Mais c'est vrai que d'un côté, donc ça a permis c'est un peu cette envie de faire aussi bien que Hubble. Mais de l'autre côté, et je pense que c'est ça que tu voulais arriver, il y a le côté déceptif. C'est qu'en fait, tu as l'image, genre, je sais pas moi, de M42 ou voilà, truc magnifique. Et en fait, quand tu regardes dans un télescope, bah, c'est fade. Ah, C'est gris. Tu c'est peux ça. l'avoir déjà. Ouais, mais tu t'as pas ou M31 ou tu vois quand tu vois les photos, c'est il y a de la couleur et en fait quand tu regardes ça à travers ton œil, bah c'est pas du tout pareil quoi. Non, tu vois des tâches. Et c'est là que les gens C'est ça. souvent comprennent pas, c'est que il y a une grande différence entre l'astrophoto et l'astronomie visuelle. C'est que notre œil a une sensibilité aux photons en vision nocturne qui est relativement faible. Et surtout, en vision nocturne, on perd beaucoup de la capacité à distinguer les couleurs. Alors qu'un appareil photo, enfin un capteur photographique, puisqu'en astronomie semi-professionnelle et professionnelle, on utilise plus de capteurs qui sont dédiés à ça plutôt que des appareils photo, l'avantage c'est qu'on peut faire des pauses. C'est-à-dire on fait une exposition de plusieurs dizaines de secondes, de plusieurs minutes, et donc on récolte beaucoup plus de photons que ce que l'œil humain peut voir. Et puis ensuite, on fait des traitements d'images. On fait plusieurs prises éventuellement avec des filtres pour séparer les différentes couleurs que l'on assemble ensuite dans des logiciels. Et c'est ce genre de choses d'ailleurs qu'on voit avec les photos qui sont prises par Hubble. Et c'est pas du tout ça qu'on voit à l'oculaire.
Par contre, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'arrive de temps en temps de faire un petit peu de visuel, surtout quand il y a quelqu'un qui ramène un gros télescope, un 400 mm ou quoi, qui sont des télescopes qui permettent déjà de voir, de voir pas mal de choses. Moi, ce qui me fascine, c'est j'ai beau voir une tache floue, à peine qu'on peut à peine distinguer dans l'oculaire, mais contrairement à une photo, on est en train de regarder un truc, on est en train de regarder une nébuleuse qui est à T'es en quelques train de le dizaines. vivre. T'es en train de vivre. T'as une nébuleuse là Ouais, c'est clair. qui est à quelques dizaines d'années-lumière d'ici, qui résulte de l'explosion d'une Et étoile. Et les petites taches, les petites brumes que tu vois autour, bah, c'est ça. C'est ça que tu es en train de regarder en direct. alors après, c'est moins déceptif, je trouve, sur les planètes. Pareil, moi, j'ai Ouais. reçu, alors c'était il y a 6 mois ou un an, je sais plus trop quand. J'avais reçu un groupe d'amis, quoi. Et à ce moment-là, j'avais un Lethbridge, un Dobson Lethbridge 12 pouces, donc un 300 mm. Et il y avait Jupiter et Saturne. Et donc, j'ai sorti le Dobson et tout, je l'ai posé. Et je demandais, venez voir, quoi. Et du coup, quand tu leur mets donc Jupiter ou Saturne, alors j'essaie de grossir, mais pas trop, parce que bon, c'est un Dobson, donc t'as pas de suivi. Et il y a toujours cet effet waouh malgré tout, même si le truc est minuscule angulaire, mais juste le fait de le voir de leurs yeux, mais vraiment, Et la Lune? et voilà. Après, alors la Lune, voilà, c'est pas plus compliqué, mais la Lune, c'est tellement éblouissant que si t'as pas de filtre, ça va être Ouais, mal aussi. tu mets un filtre. Mais moi, Ouais, ouais, c'est. je me souviens d'opérations qu'on avait fait comme ça à l'arrache sur parvis du château de Versailles. Notamment, on avait fait ça. Je sais pas si tu étais là, Pascal, en Ouais, j'étais 2010. là. La première fois, ouais, j'étais là. C'était en 2019 pour les 50 ans d'Apollo Ouais. 11. On avait On the posé Moon Again. on the Moon Again. On avait posé des télescopes sur le parking de la place d'Armes, là, juste devant le château de Versailles. Et puis, les gens passaient et on leur proposait de regarder la Lune. La réaction des gens, elle est juste magique. Je veux dire, rien que pour ça, c'est absolument fantastique. Dans le même esprit, je peux raconter une petite anecdote aussi. Alors, moi, j'étais en vacances, on va dire, dans de la famille, dans le centre de la France, enfin, dans un endroit où le ciel était quand même assez sympa. Et j'étais avec des gens à un moment donné. Enfin, moi, je sortais mon télescope, je le préparais pour faire de la photo dans la nuit. Mais comme il y avait pas mal d'invités, d'amis, et des voisins aussi qui habitaient autour, je me suis dit que c'était sympa de leur montrer un peu comme on avait fait sur le parvis. Et donc j'ai montré à des gens Saturne et Jupiter, des gens qui n'avaient jamais vu de ces choses-là en fait, mais vraiment jamais. Ils ont vécu Mhm. leur vie dans le village. Ces choses-là pour eux c'était presque du mystère et on va dire du mythe pratiquement. Et je leur dis tenez, mettez vos yeux là-dedans, votre œil, regardez un petit peu. Je vous présente Saturne ou Jupiter. Et c'est incroyable la réaction des gens, quoi. C'est époustouflant et c'est très émouvant. Il y a des gens, une dame en particulier qui me rappelle beaucoup, qui en a pleuré, qui en a clairement pleuré. Qui a dit mais c'est merveilleux ce que je vois, j'aurais jamais cru voir ça de ma vie et je pense que peut-être je ne reverrai jamais ça de ma vie. Mais c'est merveilleux de pouvoir voir ces choses-là. C'est ju- Et c'est tout ça en fait. C'est aussi ça l'astronomie, c'est d'adorer partager. Je pense que c'est ça qui est aussi important et ce qui me regroupe sur AstroFR et sur d'autres réseaux et d'autres choses. C'est qu'on aime partager, on aime montrer ces choses-là parce que peu de gens ont eu la chance de les voir et on aime aussi partager. Ouais, et puis quand tu montres ça à des gamins notamment, tu peux vraiment Mm. susciter des carrières scientifiques, mais même un intérêt pour la science. Je veux dire, moi, Mm. c'est gamin, je faisais de l'astronomie en club, et puis c'est comme ça que j'ai eu vraiment envie de continuer à m'intéresser aux sciences tout le reste du temps, quoi. C'est vrai que moi j'ai voulu devenir astrophysicien parce que j'ai pratiqué l'astronomie étant jeune, hein. Bon, finalement, j'y suis jamais arrivé, mais en soi, ça c'est pas grave. J'ai eu une autre vie. Mais ouais, en effet, ça peut vraiment créer des vocations. Et c'est vrai que c'est un peu dommage que la Nuit des Étoiles, enfin, je crois pas que ce soit encore diffusé. Il y a plus d'émissions sur France 2, France 3 qui diffusaient la nuit, enfin une émission comme avec Hubert Reeves à la grande Il y époque. a plus qu'il y avait dans le temps, effectivement. Ouais. Ouais, c'est un peu dommage parce que je trouve que ça Mm. c'est un peu c'est une façon aussi d'intéresser les plus jeunes générations et même les moins jeunes à l'astronomie. Et c'est vrai qu'on n'a plus trop cet écho-là. Alors on l'a régulièrement maintenant quand il y a des comètes ou ce genre de choses ou quand il y a
des fusées qui sont lancées, quoi, même si c'est l'aérospatial, mais bon, on n'est pas si loin de ça. Mais et c'est vrai Ouais, que l'astéroïde moi, qui il n'y a pas passe. très longtemps, ouais. Oui, vas-y. Non, non, excuse-moi, non, je disais, pour rigoler, comme parfois il y a un astéroïde qui frôle la Terre à des millions et des millions et des millions de kilomètres. Oui, alors des fois, effectivement, quand tu connais un sujet, que tu entends les journalistes en parler, tu te tapes la tête Ouais. contre le mur. On pourrait faire un podcast là-dessus, mais bon. On pourrait faire un épisode rien que là-dessus, effectivement. Ah oui. Et c'est vrai que j'ai eu la même chose que toi, c'est-à-dire qu'il y a pas très, voilà, il y a peut-être l'été dernier, je suis allé observer avec mon acolyte d'astrobidouille. Je me permets de la caser. Ouais. Et pareil, on était en train de préparer le matériel et tout. Et à un moment, on sort le matériel et tout. Et à un moment, il y a des enfants qui apparaissent. Alors, c'était un genre de stade, en fait, qui est entouré d'arbres et tout, donc plutôt pratique et tout. Et du coup, on voit les enfants. Alors, ils jouent à la pétanque. Bon, ok, on sait pas d'où ils sortent. On se dit, bon, c'est peut-être la grande maison juste à côté. Et donc, on continue. Voilà, on pose notre matos et tout. Règle et tout. Et à un moment, on voit une voiture qui arrive, c'était les parents. Et du coup, on les voit arriver vers nous. Oui, bonjour, vous faites quoi et tout. Et un peu étonné. On dit, voilà, on est astronome amateur, on est en train de préparer le matériel. Et on leur dit, bah, si ça vous intéresse, bah, revenez dans 1 heure. Nous, on aura normalement fini de préparer le matériel. Et il fera nuit et tout. Et bah, du coup, ils sont revenus 1 heure plus tard. Donc, il y avait des gamins dans le lot. Dont un qui était voilà, le petit curieux de la bande. Et donc, bah, voilà, alors on est resté sur le truc simple, c'est-à-dire Saturne et Jupiter. Et pareil, et tu as toujours les yeux qui brillent, même que ce soit les enfants ou les parents. Hein. Ils ont toujours ces petites étoiles, enfin, cette étincelle dans les yeux quand ils mettent l'œil et qu'ils voient ça, quoi. Et, euh, et voilà, et toi, tu te dis, bah, c'est bon, tu as fait ta soirée, quoi. Presque limite. Tu te dis, bah, voilà, j'ai partagé une passion, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui est pas avec l'astronomie, c'est que tu peux autant partager ça avec le néophyte qui n'y connaît rien et tu vas lui ouvrir un monde qui peut-être n'imaginait pas, et autant avec des personnes, voilà, des passionnés, sur des discussions parfois très techniques. Et c'est ça qui est, je trouve, extraordinaire avec l'astronomie, quoi. Ouais, et donc du coup, en fait, l'avantage de ce qu'on appelle le visuel, enfin l'observation planétaire, c'est-à-dire, enfin, on appelle ça l'observation planétaire, mais en fait c'est l'observation des objets qui sont dans le système solaire, c'est-à-dire la Lune, les planètes et quelquefois également le Soleil, avec cette fois-ci des filtres adaptés. C'est que ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la pollution lumineuse. Vous pouvez être en ville, à partir du moment où vous avez une fenêtre qui donne sur le sud, vous allez pouvoir voir les planètes, vous allez pouvoir voir la Lune. C'est un truc qui est assez facile à faire. Après, le problème, c'est que dès que l'on commence à vouloir observer les objets du ciel profond, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors du système solaire, des galaxies, des nébuleuses, etc., ça dépend énormément de la pollution lumineuse dans laquelle on se trouve. C'est vraiment illusoire de vouloir faire quoi que ce soit avec un télescope, d'observer quoi que ce soit avec un télescope en ville. Là, faut Alors, vraiment. est-ce qu'on parle de Bérélius à ce Ah moment-là non, ou alors pas? attention, bah alors on peut en parler. Bérélius, on On peut en peut en parler. parler. Oui, mais là on parle de photos à ce moment-là. Parce que Oui, là, oui, évidemment. voilà, justement, parce que là, le truc, c'est que, et c'est là qu'on entre dans la différence entre la photo et le visuel, c'est que là, moi, je parle de visuel, et pour le visuel, si vous n'êtes pas dans un endroit qui est écarté de la pollution lumineuse, à l'écart de la C'est pollution compliqué. lumineuse, ça va être compliqué, ça va devenir vite frustrant. Parce que là, du coup, observer des objets qui sont déjà pas très lumineux, Ouais. lorsqu'on est dans un ciel laiteux, parce qu'il y a toutes les lampes au sodium et au LED qui éclairent le fond de ciel, ben, c'est pas terrible. Et ce qui est un peu contre-intuitif, ce qu'on pourrait ne pas réaliser tout de suite, c'est que lorsqu'on fait de l'astrophoto, par contre, euh, on est beaucoup moins emmerdé par la pollution lumineuse. Et là, c'est peut-être Sébastien qui pourrait nous en dire un peu plus sur le pourquoi et le comment. Bah, avant, je veux juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à être en ville, tu vois. Moi, Ouais, je me souviens d'une observation que j'avais fait avec un ami quand j'étais à la fac. Il avait acheté un 150-750 et on avait observé l'anneau de la Lyre en plein milieu de la pelouse des Invalides, tu vois.
Ok, mais alors la Lyre, c'est une nébuleuse qui est quand même très, Voilà, c'est ce qu'on appelle les nébuleuses planétaires qui sont quand même très des objets très lumineuses, quoi. compacts, Voilà, on est d'accord. moi tout à fait. Mais du coup, il y a quand même des trucs à observer. Effectivement, malheureusement, du coup, il va falloir choisir ses cibles, mais au moins, on a des trucs à observer. C'est-à-dire qu'effectivement, ça sera que du planétaire ou des objets compacts, mais on peut quand même observer quelque chose, surtout avec un télescope. Du coup. D'accord. Euh, Et du coup, le paradoxe de l'astrophoto en ville, pourquoi c'est plus facile de faire de l'astrophoto, pardon, en ville que d'observer? Je pense bah, que, en astrophoto, c'est vrai que vu qu'on va pouvoir augmenter le temps de pause, ça va aider déjà dans un premier temps, effectivement. Après, quand on dit plus facile, c'est qu'effectivement, on va utiliser des filtres qui vont permettre de virer ce qui est émis seulement par les lampadaires, mais de garder quand même ce qui est émis seulement par les objets du ciel profond. Après, je dis quand même un bémol au sens où quand on observe des cibles type galaxies ou ce genre de choses, malheureusement, c'est comme les étoiles, elles émettent dans toutes les longueurs d'onde, et là, on est eu. Là, effectivement, oui, parce que les filtres aident un peu, mais pas énormément, hein. oui, parce qu'on a les éclairages LED qui sont des ampoules qui émettent dans un spectre très très large et qui, alors le principe de base, c'est de foutre un filtre sur l'imageur et puis on enlève toute la bande de fréquence qui est émise par ces fameuses lampes au sodium qu'on retrouve sur l'éclairage public. Et ça c'est bien parce que, comme tu le disais hier pendant la présentation live qu'on a eue sur AstroFR, c'était hier ou avant-hier d'ailleurs, c'était avant-hier. Entière. Ouais, c'est ça. L'avantage c'est qu'il y a pas mal d'objets dans le ciel qui émettent de la lumière dans des fréquences qui viennent pas du tout chevaucher celles des lampes sodium. Malheureusement, depuis quelque temps, on est passé à l'éclairage LED. Et là, c'est toute une autre histoire. Oui, effectivement, les LED émettent effectivement dans tout le spectre. Alors, heureusement, elles émettent pas de la même façon dans tout le spectre, donc on peut éviter un petit peu la lumière des LED en filtrant beaucoup le bleu, parce qu'elles ont une très grande émission dans le bleu et une très grande émission dans le jaune. Malheureusement, le jaune, là, ça va beaucoup nous impacter, mais heureusement, le H-alpha reste quand même assez loin du pic d'émission des LED. Donc par exemple, l'observation avec juste un filtre H-alpha en photo, en visuel on verra rien avec ce genre de filtre, mais en photo, on va quand même pas mal virer tout ce qui est LED, lampadaires au sodium, et un peu tous les lampadaires en fait. Il y a très peu de lampadaires qui émettent dans cette fréquence-là en fait. Et là, du coup, tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi H-alpha? Alors H-alpha, c'est la raie alpha de l'hydrogène, donc un élément quand on l'excite, en se désexcitant, va émettre de la lumière dans des bandes de couleurs ou d'énergie ou de longueur d'onde, ça c'est la même chose, euh, précises qui vont correspondre à son élément. Donc l'hydrogène va émettre dans certaines couleurs, l'hélium aussi, l'oxygène aussi, et à chaque fois, il n'y a pas une seule couleur qui est identique d'un élément à l'autre. Voilà. Et donc, alors, du coup, l'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est quand même l'élément Voilà, que l'on trouve le plus en abondance Présent dans l'univers. dans l'univers. Il y a exactement. beaucoup de nébuleuses qui émettent dans la bande de l'hydrogène. Donc, si on met un filtre H-alpha qui vire quasiment tout, sauf l'hydrogène, donc là, effectivement, on se retrouve dans des situations où on peut faire de l'astrophotographie en ville sans trop se préoccuper de la pollution lumineuse. Mm, exactement. Après, il y a Et après, il y d'autres a... bandes qui nous intéressent, mais c'est le même principe pour tout le monde de toute façon. Par Après, on contre, peut parler aussi de la pratique qui est un peu intermédiaire, qui est le live stacking. C'est-à-dire qui se trouve, donc, on peut dire que c'est de l'astrophoto, mais en version plus courte. ouais, c'est ce qu'on appelle le visuel assisté, c'est-à-dire qu'au lieu de Ouais, regarder dans un oculaire, on va regarder un écran d'ordinateur, parce que, enfin, sur un écran d'ordinateur, le résultat d'une caméra. Mais déjà, je crois qu'il faut expliquer ce que c'est le stacking. Et je sais pas si Pascal, tu peux nous en dire un peu, parce que toi, tu fais de la photo, donc le stacking, je pense que tu dois connaître. Sur le stacking, bon, on en a un petit peu parlé, hein, Alors, le stacking, compiler, en français, ça veut dire empilement. Donc, on l'em- empile les photos. voilà, alors effectivement, comme on parlait tout à l'heure, pour pouvoir
immortaliser ou en tout cas mettre sur photo ce qu'on peut voir dans le ciel. Enfin, on ne peut pas voir avec nos yeux dans le ciel, mais les nébuleuses, les galaxies, etc. On va avoir des temps d'exposition plus longs, comme expliquait Sébastien. Et une autre manière aussi de faire, en plus, c'est d'empiler plusieurs photos. C'est-à-dire que vous allez avoir une pause de 5 minutes, par exemple, et vous allez faire 10, 20, 30, 40 photos différentes et les empiler, les mettre les unes par-dessus les autres, les additionner, on va dire, ou faire une moyenne, ça passe les détails, va permettre de faire ressortir plus de détails et va faire aussi permettre de réduire ce que l'on appelle d'augmenter le rapport signal sur bruit. C'est-à-dire quand on va faire une photo numérique, vous avez beaucoup de bruit, des bruits thermiques, bruit de la caméra. Alors quand on dit des bruits, c'est des parasites. perturbations voilà, des perturbations Parasites, électroniques, oui. des parasites sur le signal électronique et donc sur le résultat de votre photo. Et pour réduire ces parasites, eh ben, une des astuces, ça va être de multiplier le nombre de pauses pour que ce bruit puisse être retiré du traitement du signal de votre photo. Donc l'empilement, le stacking, c'est très important et permet de faire vraiment ressortir les détails. On n'invente rien par cette astuce, hein, on nettoie la photo, mais on ne rajoute pas de choses qu'on invente. C'est ce qui est très important. Et donc le live stacking, ou l'empilement en temps réel, comme on peut le dire, fait partie un peu de la pratique du visuel assisté aussi. C'est-à-dire qu'on va pointer un objet dans le ciel, une nébuleuse, une galaxie, et on va avoir un programme qui va empiler en temps réel vos pauses. Donc, si vous faites des pauses de 5 secondes ou 10 secondes ou 30 secondes, ben, toutes les minutes, toutes les 2-3 minutes, vous allez avoir un peu plus de détails et vous allez voir de mieux en mieux l'objet. Et ça, c'est très intéressant aussi à partager avec des gens et à montrer parce que ça permet d'aller au-delà de ce que l'on peut voir à l'oculaire. Ce sera jamais aussi bien qu'une photo de la NASA ou autre qui a mis des heures et des heures avec des équipements ultra modernes et ultra coûteux, mais déjà avec un petit setup d'appareil photo numérique même, il n'y a même pas besoin d'aller sur des grosses caméras, on peut arriver à avoir des détails très intéressants et à les montrer. Bah, Voilà c'est sympa. rapidement un peu. C'est sympa le visuel assisté parce que ça te permet de voir sur un écran en direct se former une image que tu verrais pas forcément à l'oculaire. Oui, Et c'est même le principe aussi des télescopes, des nouveaux télescopes connectés. C'est totalement ce principe-là. Genre, alors, je sais plus si c'est le. Parce qu'il y en a deux principalement. Il y a le Stellina et le deuxième, je sais plus si c'est L'Ivescope. dans le EVScope. Voilà, L'Ivescope. EVScope. Il y en a un des deux qui a un oculaire numérique où le principe, c'est que c'est plus l'œil qui va réceptionner l'image. C'est d'abord un empilement, hein, donc des images, et qui va être rendu après sur cet oculaire numérique. Donc on est totalement dans cette pratique-là de je vois en mieux que ce que je verrais à l'œil À nu. l'œil nu, c'est ça, ouais. Alors, le Vescope, c'est vrai que c'était. Donc, c'est deux boîtes françaises qui ont fait ces deux télescopes Ouais. numériques. Cocorico, pour une fois. Qui sont, ouais, c'est ça, ouais, et qui sont, bon, qui ont été un petit peu accueillis, un peu controversés par les astronomes amateurs, mais ça, c'est un Oui, petit peu classique. tous les barbus qui ont. On parle du go-to. Oui, mais le truc, moi, je trouve ça vachement intéressant comme initiative parce que, alors, c'est vrai que c'est des télescopes qui sont très chers, ce sont des télescopes entièrement automatisés, alors Sur moins de plug and 1000 play. euros, je pense. Ouais, moins de 2000 euros, hein, je pense. Les 2000, 2005 même, je pense. Oui, tout à fait. On est dans la gamme de 2000 à 3000 euros. Par contre, ce sont des télescopes qu'on pose, on dépanne, on allume et ça marche. C'est ça qui est Alors, extraordinaire. c'est ça. Alors, le Stellina est plus fait pour l'astrophoto. On fera jamais autant des belles photos avec un télescope comme ça, comme les photos qu'on fait les uns et les autres avec nos propres équipements. Mais ça permet de faire de la photo, de l'astrophoto, très simplement. Le Vescope, c'est un autre principe, c'est un télescope de visuel assisté. Alors le premier modèle et le dernier modèle ont un oculaire, le modèle du milieu, ils en ont pas mis. Et surtout, il y a une application à côté sur téléphone et on regarde l'image se former. On regarde les images s'empiler les unes par-dessus les autres. On voit le télescope, enfin l'ordinateur qui est dans le télescope fait un petit traitement sur les images et on voit les images se former. Moi, j'ai eu l'occasion de tester le Vescope 1 un jour sur le terrain. C'est vrai que c'est intéressant. J'ai pas du tout été impressionné par l'oculaire. C'est un produit
qui n'était pas du tout immersif. Je ne sais pas si dans la dans la troisième version du télescope, ils ont fait un oculaire un peu plus sympa. Mais tu avais vraiment l'impression de regarder un écran à 2 balles, quoi. Par contre, sur l'application, c'est assez impressionnant de voir l'image se former. Mais après, donc ça, c'est des équipements qui coûtent très cher, mais il y a plein d'autres initiatives open source. D'ailleurs, sur AstroFR, il y a des gens qui développent un logiciel qui s'appelle ALS, qui est un logiciel d'empilement automatique, de stacking automatique. Donc vous mettez une caméra sur votre télescope, et c'est le logiciel qui va faire l'empilement et qui va vous montrer sur votre ordinateur directement le résultat. Et puis ça, vous pouvez le faire. Je crois qu'on peut le faire avec un Pi, avec un Raspberry Pi. Sébastien, je Alors, pense, le s'autocontrôle. Pi 4, tu commences à pouvoir le faire à condition que la cadence soit pas trop importante et que les images soient pas trop grosses. D'accord, ok. Mais Bah, avec ça reste Après, ça reste un micro-ordinateur qui est pas fait pour de la puissance, qui est fait oui, pour c'est la bureautique. l'auto. Après, c'est vrai que ces télescopes-là apportent une autre chose, c'est la partie mise en station. Si on peut appeler ça comme ça, même si c'est des télescopes azimutales, c'est que tu le poses, et il il prend marche. 2-3 images, il se cale, il calibre et t'as rien à faire. Alors, il existe, parce que moi je l'ai eu pendant quelques temps, comment ça s'appelle déjà? Le Célestron, Oui, pareil avec une caméra. J'ai oui, oublié. Ah, la caméra la caméra Célestron, c'est StarSense que ça s'appelle, non? StarSense, Ouais, voilà. c'est ça. Et c'est exactement ce principe-là. C'est-à-dire que ça se met à la place du chercheur. Vraiment, c'est vraiment prévu tel quel. Donc, tu as une caméra, tu branches ça sur ta raquette, sachant qu'il existe deux versions. Et à la base, c'est Celestron, mais tu as une version pour Skywatcher. Mhm. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que ça remplace ta 6CAD, ta raquette 6CAD, par celle de Celestron. Donc, il y a Alors un petit boîtier, un genre de hub, en fait, sur lequel tu branches ta caméra, ta raquette, tu le lances et après, tu as juste à suivre les instructions alors avec que un peu de paramétrage. ouais, pour les gens qui savent pas de quoi on parle, en fait, Oui. ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on utilise une monture, alors on va peut-être pas rentrer dans les détails des montures de télescope, mais on va quand même être obligé de dire qu'il y en a deux. Il y a les montures équatoriales et les montures azimutales ou altazimutales. Ouais. Les montures équatoriales, c'est comme un espèce de trépied photo, hein. Vous avez votre tube qui est sur 2 axes et puis vous le bougez dans n'importe quel sens. Par contre, le problème, c'est que si vous le laissez pointer sur quelque chose, vous allez voir la rotation de la Terre qui va faire bouger votre cible dans l'oculaire et l'objet que vous êtes en train de regarder va partir, va quitter l'oculaire. Et le truc très important, c'est que tu es obligé de jouer sur deux axes, Et c'est-à-dire l'axe voilà, vertical, horizontal, donc tout à fait. azimutal, Pour amplitude attraper, et bah, zémutal. voilà, pour attraper, comme tu as les 2 axes, bah, tu joues sur les Ouais. 2 axes pour remettre ton objet au milieu. Donc c'est pas du tout fait pour la photo, ça peut être utilisé pour la photo planétaire, mais ça dépasse un petit peu le cas de cet épisode, mais en tout cas, c'est pas du tout destiné à faire de l'astrophotographie de ciel profond. Et pour ça, on utilise au contraire des montures équatoriales. Alors une monture équatoriale, c'est une monture de télescope sur 2 axes, mais la particularité, c'est que l'un des axes est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Et donc, du coup, si on met un petit moteur sur cet axe qui tourne à la même vitesse angulaire que la Terre, et si on aligne cet axe sur l'étoile polaire qui se trouve être Quasiment. quasiment au niveau du pôle nord céleste, c'est-à-dire au niveau de l'axe de rotation de la Terre, eh ben on peut suivre les objets dans le ciel. Alors, ça, cet alignement, ça s'appelle une mise en station. Le truc, c'est que les montures sont pas super précises. Il y a toujours des petits défauts mécaniques. Et une fois que vous avez mis votre monture en station, vous avez maintenant, avec les montures modernes, vous avez une petite raquette, là, un petit clavier, là, puis vous dites, voilà, je veux que le télescope pointe sur cet objet-là, et puis bah, le télescope, il va pointer sur cet objet-là. Sauf que c'est pas Ça, super c'est la précis. théorie. C'est Et la c'est surtout, théorie. c'est la théorie. Dans la Voilà. pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Dans la Il se passe pratique, ça. vous allez être à côté et vous allez devoir faire un alignement. C'est-à-dire, Ouais, dans la pratique, c'est que la Syscan veut dire pointer 3 étoiles. Et c'est le problème, c'est que quand on vend des télescopes pas connectés, mais avec
avec du GoTo souvent, ben, ce qu'on leur dit pas, c'est qu'il va falloir faire le calibrage en fait de l'instrument. Et ça, Voilà. je pense que c'est jamais dit. Parce qu'il va falloir calibrer sur souvent 3 étoiles. Et même en calibrant 3 étoiles, globalement, on va être souvent pas très loin de l'objet. On peut être dessus, hein, mais souvent, ça part totalement ailleurs. Et Ouais, là, en c'est très fonction, frustrant. en fonction des montures, effectivement, ça peut être plus ou moins précis. Et cette petite caméra, l'avantage, c'est qu'elle va prendre une photo du ciel. Ce qu'on Euh, appelle l'astrométrie, si et je ne va, me et va trompe faire pas. ce qu'on appelle par abus de langage Ou l'astrométrie. C'est un abus de l'astrométrie, mais langage, mais c'est comme ça. placeholding, oui. Voilà. Et donc la caméra va tout simplement dire, voilà, ça c'est la partie du ciel vers laquelle je suis en train de pointer. Je vais la comparer à un catalogue qui existe sur Internet. Et je vais savoir, grâce à cette comparaison, exactement vers quelle direction pointe le télescope. Et donc ça permet de l'orienter automatiquement avec la raquette de manière plus précise. Et Ah, donc si toi, on veut faire une métaphore, ouais, si on veut faire une métaphore, souvent ce que j'utilise, c'est la triangulation des antennes mobiles. C'est le même oui, principe, c'est-à-dire que pour savoir où est une personne avec un téléphone mobile, il suffit, entre guillemets, 3 antennes. Et à partir de ces 3 antennes, on peut déterminer que le temps de signal entre les antennes, et on est à peu près à telle position. C'est totalement le même principe. et toi, tu as Inversé, utilisé, évidemment. t'as Je eu l'ai le... utilisé, ouais, j'ai utilisé, mais au final, ça marchait pas si bien que ça, en fait. D'accord, ok. C'est-à-dire que, en gros, alors après, ouais, je l'ai un peu utilisé, mais alors, en gros, ça te permet surtout de pas t'embêter à faire la chose. Mais D'accord, ok. après, il reste toujours les problématiques de ta monture qui reste avec les défauts qu'elle a. Mais globalement, oui, après, quand j'ai pointé, je crois que j'avais pointé Jupiter, c'était bon. Le truc, c'est qu'il fait ça en moins de 5 minutes, lui. C'est-à-dire qu'il il prend les 3 images. Alors après, tu peux aller plus loin, tu peux connecter ça directement sur ton ordinateur et rajouter des points de calibration d'étoiles, de calibration plus intéressants. Mais voilà, j'ai un peu utilisé, mais finalement, si tu veux, le prix versus le gain, c'est un gain de temps, vraiment. Ça, il n'y a pas à dire, je passe pas. Sauf que des fois, ça t'arrive de rater plusieurs fois ta calibration. Lui, il la rate pas. Mais voilà, après, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le prix? Je me dis, je peux pas me Alors, permettre. Je peux le j'ai revendre pour autre chose. le président, Mais c'est pratique. le président de mon aéroclub a un truc sur son télescope, mais je crois que c'est une caméra StarSense, mais avec une application sur son smartphone qui remplace la raquette. Et moi, j'étais bluffé lorsqu'il me l'a montré la dernière fois, parce que là, tu fais même plus que de l'astrométrie, c'est que tu peux... enfin, tu as vraiment une carte du ciel sur ton application, et tu pointes, tu l'as fait défiler, là tu pointes là où tu veux aller, et le télescope il se pointe, il fait son astrométrie, et c'est vraiment super précis. Alors après, lui, c'était... Avec le StarSense, hein, c'est ça? C'est enfin, l'application qui se connecte au StarSense. Oui, mais du coup, je me demande s'il n'y a pas plusieurs versions, parce que je pense que s'il y a plusieurs versions, lui, il a la plus haut de gamme. Ouais, ouais, je crois. Alors, je crois me rappeler parce que j'avais pas eu le temps de tester ça. Mais en effet, déjà, tu as une application PC, mais en effet, tu as une application sur mobile et tu as un équivalent d'un Stellarium, quoi, et qui est totalement lié au Oui, StarSense. Donc, je moi pense qu'à mon avis, c'est cette partie-là. Alors, je j'ai sais plus pas, le nom de l'application en tête. je sais pas Sébastien, si toi, t'as déjà eu l'occasion de jouer avec ce gadget. Alors, j'avais une participante, enfin, qui l'a depuis un certain temps, qui l'avait intégré en fait, il y avait Meade qui l'avait intégré à ses télescopes, en fait, Oui, aussi. en effet, oui. Et effectivement, elle l'utilisait pour aligner automatiquement le télescope. Ça marche bien tant qu'on veut utiliser le télescope exactement sur quoi il est fait. À un moment donné, elle a voulu le mettre à jour pour l'utiliser en mode équatorial, ça marchait plus, enfin, c'était D'accord. du Ok. coup, c'est le problème de toutes ces choses-là, c'est que si jamais on veut sortir de l'utilisation prévue, euh, là, c'est plus possible. Là, ça va tellement merder que c'est même plus simple de tout remettre à plat et repartir à D'accord. zéro, en fait. Donc, toi, elle avait D'accord. utilisé sur une monture azimutale et pas équatoriale? Ouais, c'était une monture Ok. azimutale, c'était Enfin, moi, je l'avais utilisé les sur mid le Q5. classiques. D'accord, moi c'était sur le Q5, donc comment ça s'appelle? Sur une équatoriale. Donc, ouais, après, je sais pas, c'est vrai que ça serait intéressant de faire un comparatif. J'ai un Starsun sur équatoriale et azimutale, voir vraiment le gain, la Ouais, mais je différence pense de que, performance entre les deux. ouais, je pense que c'est surtout la qualité de la monture qui va jouer. Je pense aussi, ouais, je pense que c'est ça Ah, qui. l'avantage sur l'azimutal, c'est que autant l'équatorial, t'es pas obligé de faire tout ce qui est calibration si tu veux pas le go-to par exemple, tu t'en fous, t'as ton En suivi effet. de toute façon. Par contre, l'azimutal, si tu le fais pas, t'as pas de suivi.
Ouais, Donc, c'est je pense que c'est la problématique. voilà, le gain est beaucoup plus important en termes de qualité de vie, on va dire, entre guillemets, Ouais, pour l'azimutale que pour l'équatoriale. je suis tout à fait d'accord. Alors, ça, c'est un truc sympa aussi, effectivement, c'est que sur les montures azimutales, donc les montures qui sont pas alignées sur le pôle, bah, c'est l'ordinateur qui est dans ces appareils-là qui va se débrouiller pour regarder l'objet qu'on est en train d'observer au milieu de l'oculaire. Là, c'est lui qui va jouer sur les deux axes. Et, je trouve que c'est vraiment un progrès parce que c'est comme des montures qui sont moins chères que les montures équatoriales, qui sont vachement simples à utiliser. Et c'est Bah, et des... surtout, ça permet d'avoir des plus gros instruments. Amuse-toi à mettre un 300 sur une monture équatoriale, c'est pas du tout la même monture qu'il faut que tu aies derrière, hein. Ouais, bah, Ça, cet avantage. C'est l'avantage du Dobson, enfin, entre Dobson, ouais. ça peut être des serruriers aussi, parce que si on parle de. Alors, en plus, même quand on dit serrurier, c'est même un abus de langage. Mais moi, tu vois, j'ai eu un Explore scientifique, euh, et tu vois, c'est. Enfin, l'objet, enfin, très facile, entre guillemets, à monter assez rapidement. Euh, J'adore ces et, télescopes. moi aussi, alors je l'ai eu, après moi c'était moi j'avais visé le 300, j'avais eu le Lethbridge avant, et moi c'était le côté vraiment, c'est tout bête, mais c'est le seul télescope, enfin en tout cas en Dobson, qui est en métal. Tous les autres sont en bois et du coup moi Mhm. j'avais le projet à un moment de, entre guillemets, faire un petit observatoire, pour le ranger et je me dis: «Mais attends, si Mhm. je laisse mon Lethbridge, avec le type de bois», parce qu'en plus je sais plus c'est quoi comme bois, c'est, du compacté, je me dis: «Mais l'humidité, mais il va juste me tuer ma monture» Ouais, et ouais, c'est vrai c'est qu'il y a ce clair. côté un peu métal qui est vraiment pas mal sur les scientifiques et en plus tout ce système de boîte aussi, qui permet de Ouais. renfermer la cache primaire, qui est vraiment pas mal, quoi. J'ai un pote là sur AstroFR. De temps en temps, on va faire de l'astrophoto ensemble. Enfin, en tout cas, avant, on allait, on allait en faire là. Donc, on pose nos instruments qui font de la photo et pendant que les instruments qui font de la photo tournent, mais, on utilise son 400. C'est un Explore scientifique, un Dobson de 400 mm. C'est impressionnant la quantité de choses qu'on peut voir dans le ciel avec ce télescope. Déjà, Et c'est tu un vois, gros. c'est une utilisation que je vois de plus en plus aussi. Moi, c'est ça que j'aime bien faire quand j'ai enfin le temps de faire de l'astronomie et Oui. que je suis avec des gens. Alors, j'aime bien lancer mon setup photo, effectivement. Et puis après, après je fais chier, Bah, ouais. concrètement. Mais carrément. Mais Et du coup, tu as envie de faire du visuel. Et en fait, au final, souvent, les gens essayent de dire: «Ah bah non, ceux qui font de l'astrophoto, ils aiment pas les gens qui font du visuel. Ceux qui font du visuel, Ouais, ils aiment pas l'astrophoto». en fait, c'est C'est pas faux. vrai, en fait. C'est il complètement pas faut, vrai. quand tu fais de Tu l'astrophoto, fais les deux, en fait. quand tu fais de Et dans tous les cas, l'astrophoto, avant de faire l'astrophoto, il faut quand même avoir un minimum quand même pratiqué en visuel, quoi. Oui. C'est ça dépend. bah, Ça dépend. ouais, mais enfin, faut quand même savoir un minimum utiliser ton Sinon, la instrument marche est et vachement plus grande, bah, c'est on ça. va dire. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est important quand vous faites de l'astrophoto, à la limite, ça pourrait même être la conclusion de tout ce podcast, c'est qu'il faut toujours avoir un pote qui fait du visuel et qui se ramène avec un gros Dobson. Moi, c'est un truc que j'ai appris. C'est Parce que vrai. l'avantage sur AstroFR, c'est on s'organise des sorties astro. On a nos points d'observation qui sont programmés déjà dans le serveur et puis on peut s'organiser des sorties. Et c'est l'avantage, c'est de pouvoir battre le rappel et de s'assurer que quand vous allez installer votre matériel, il y aura quelqu'un avec un gros Dobson à côté. Qui lui Donc, connaît le c'est ciel. Qui lui connaît le ciel. Oui, c'est ça. donc on veut dire c'est plutôt des pratiques qui se complètent plutôt qui se concurrencent. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que Mmh. par contre, au niveau tarif, là, Ouais, il faut être c'est honnête. L'astrophoto aura tendance à coûter plus cher, quoique, 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 ouais. avec un Ouais. bon appareil photo d'occasion, un bon téléobjectif et une petite monture comme comment ça s'appelle ces petites montures de Skywatcher, le nom m'échappe là, Star Et Star Adventure. Adventurer, ouais. les ça Star va. Tout à fait. Adventurer, Ou même mais sur des EQ32, hein, ou moi même sur des je petites connais un montures. astronome amateur et qui a commencé sur le EQ32 et il a commencé avec pareil un appareil photo défiltré et il a commencé comme ça, hein. Et ça peut être un premier setup pas énormément, pas très, très cher. Après c'est sûr que, beh, après tu as un plafond de verre quand même et après, bah, il passait à de l'EQ5, Wesh EQ5, du 150-750, C'est clair, mais voilà. tu peux faire des photos, tu peux faire de l'astrophoto déjà avec ça. Et
on voit les gens qui font de l'astrophoto dans le salon dessin et photo là, d'Astrofair notamment. Moi, je dis respect Même, parce que. Ouais, et même sur Webastro, des fois, tu vois des personnes qui ont commencé une pratique il y a 1 an, qui reviennent 1 an plus tard, et quand tu vois la marge de progression, mm, parfois, elle est hallucinante, quoi. ouais. Ouais. C'est Genre, vrai que voilà, c'est vrai que c'est une école, l'astrophoto, j'ai l'impression. Alors, moi, je commence tout juste à m'équiper pour en faire. C'est une école de patience, de persévérance, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, je, en gros, faut avoir envie, j'ai l'impression. je confirme. Moi, je me suis remis à l'astronomie directement par l'astrophoto. Après, on aurait fait en visuel quand j'étais gamin. On a fait aussi un petit peu de photo argentique quand j'étais gamin. Et c'est vraiment un truc, moi, comme disait Pascal tout à l'heure, c'est l'une des motivations, ça peut être de relever des défis techniques. Et moi, c'est ce qui m'a motivé. Et Dieu sait si on m'a entendu pester, mais c'est mais c'est vrai que tu arrives à faire des trucs. Mais quand tu es en 100% nomade, faut être patient. Ouais. Et là, comme tu le précisais, la courbe de progression est forcément plus difficile parce que le nombre de fois où tu peux partir, C'est ça. c'est moindre. Moi, j'étais pur nomade aussi avant. Je suis un peu moins nomade, heureusement, mais j'étais pur nomade avant et je passais des nuits quasiment Juste, pour rien parce voilà. que voilà, j'avais pas réussi à bien collimater mon Newton et que la nuit arrivait, allez, tant pis, on va shooter et puis au final, C'est ça, tu passes des c'était nuits à tout régler pourri. ton matériel. Ouais. Et faire des tests, le nombre de fois où il faut tester pour C'est ça, collimater, pour la mise en station, c'est ça. c'est compliqué quoi. Je me... Enfin, c'est compliqué, mais c'est passionnant. Mais c'est vrai que du coup, en pur nomade, parfois, c'est un peu plus lent. Et j'ai longtemps été très lent à progresser là-dessus, de deux façons. Et je refais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je faisais de l'astro, mais totalement tout seul, vraiment seul. Et du coup, étant seul, en nomade pur, tout seul dans un champ, ta courbe de progression, le nombre de fois où tu as envie de prendre le télescope et de le jeter par terre, c'est hallucinant, quoi. Et voilà, donc les clubs, les amis, les groupes de discussion, AstroFR et WebAstro, les forums et compagnie, c'est des purs joyaux pour justement ne pas être seul, ne pas être trop frustré et apprendre plus rapidement. C'est vrai Quand que t'es en les nomade. outils, comme AstroFR et puis les forums, les forums astronomie, c'est génial parce que ça te met à disposition des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont capables de t'aider là tout de suite dans les médias, même quand tu es dans ton champ là, en train de galérer, parce que tu sais pas ce qui Ouais. se passe. C'est vrai. Et c'est Voilà. là où tu te rends compte que la pratique a quand même plus rien à voir à ce qu'elle existait il y a 20-30 ans, quoi. Genre aujourd'hui, tu es perdu dans ton champ, tu as une galère, tu peux demander de l'aide, quoi. Ouais, c'est Avant, tu ça, c'est ça. criais, personne ne t'entendait, quoi. Tu sur ton téléphone, là, tu passes sur Discord et t'as quelqu'un qui va Et t'aider. tu peux même faire encore mieux, tu peux partager ce que tu es en train de faire. Tout à fait. C'est vrai. Et ça, c'est énorme. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Bah oui, voilà, on va faire un. Je pense que c'était pas mal déjà pour un épisode 0. Donc Pas de blanc. voilà, pas de blanc, au contraire. Et donc du coup, AstroFR, je rappelle l'adresse www.astro-fr.fr, www.astro-fr.fr pour nous rejoindre sur le Discord d'Astronomie AstroFR. Merci, Voilà. merci messieurs. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. Mehdi, merci d'avoir eu cette Initier. superbe Initier le projet. initiative. Ah ouais, Ou réinitier le projet. ouais, Voilà. l'avoir concrétisé en tout cas. Ouais. Le projet est lancé, en tout cas, c'est passionnant les discussions. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets qu'on peut aborder. On a un peu abordé certains dans ce DGS podcast. Ouais, Je pense qu'on aura l'occasion de détailler d'autres choses. Ouais, Oui. carrément. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à vous. Et puis on se retrouvera à l'épisode numéro 1 qui parlera de ce dont parlera l'épisode numéro 1. On se décidera au dernier moment. On verra. Voilà. On a une liste, on a une belle liste, on peut piocher dedans. Ok. Ok, allez, ciao, ciao. À bientôt à tous. Au revoir. Bientôt.